Donc, bonjour à tous, chers participants, au nom des experts Accélère en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre internationale Desjardins qui portera aujourd'hui sur le parcours de deux jeunes entrepreneurs en Afrique. Je me présente, Anaïs Nguyen, et je suis conseillère en développement des marchés internationaux à la Chambre. Je souhaite remercier nos partenaires, à commencer par notre commanditaire en titre, Desjardins, nos collaborateurs, Exportation et Développement Canada, ainsi que la presse, et enfin, Développement économique Canada pour son soutien à l'ensemble de nos activités. J'ai le plaisir aujourd'hui de modérer ce webinaire en la présence de Claudia Hondo et Nicolas Sinotte. Donc avant de commencer, je souhaite rapidement vous rappeler qu'il est possible pour vous de poser des questions dans la box de Q&A qui se trouve en bas de votre écran. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Enfin, vous allez recevoir un sondage à la fin et on vous invite vraiment à le remplir. Donc, permettez-moi maintenant de vous introduire nos conférenciers. Claudia Hondo, entrepreneure québécoise d'origine gabonaise et propriétaire de la ferme urbaine Okume, et Nicolas Sinotte, chargé du financement chez East African Power. Claudia, je vous invite maintenant à prendre la parole. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre un petit instant pour remercier la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour cette fantastique plateforme qui nous a été offerte aujourd'hui, de pouvoir connecter différents acteurs et dans ce cas précis entre le continent américain et le continent africain. Je trouve ça extrêmement rafraîchissant, surtout pour la période actuelle. Alors, je suis très contente d'être ici. Donc, je m'appelle Claudia Hondo et je suis née à Libreville, au Gabon. Je me suis installée avec ma famille à Longueuil, au Québec, à l'âge de 6 ans. J'ai donc fait mon primaire, mes premières années, une partie de mon secondaire et mes études supérieures dans la belle province. Suite à l'obtention de mon diplôme en sciences politiques, donc baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Montréal, j'ai commencé à m'intéresser aux théories du développement, au développement international et au monde des affaires. J'ai intégré la compagnie québécoise, la compagnie montréalaise EO, Écosystème agricole urbain, qui est une entreprise agricole qui se spécialise dans l'aquaponie. Donc, ensuite de ça, mon intérêt grandissant pour le monde des affaires et l'agriculture durable m'a emmené en 2018 à créer la ferme urbaine Okume à Libreville, au Gabon. Donc, c'est un projet qui a été financé par la Banque mondiale, qui a été encadré par le gouvernement gabonais et propulsé au moment de sa conception par LOGIC, les Offices jeunesse internationaux du Québec. Donc, c'est un projet qui a été réalisé un pied à Montréal, un pied à Libreville. Brièvement, pour vous donner une idée, la ferme urbaine Okume, c'est une micro-ferme urbaine hydroponique. Donc, on cultive des laitues ainsi que des fines herbes, sans engrais chimiques, ni fongicides, herbicides, aucun pesticide. On a une capacité de production de près de 576 têtes de laitue par semaine sur une surface de 100 mètres carrés uniquement. Donc, grâce aux différentes méthodes de culture qu'on utilise, on arrive à faire, et notamment la méthode hydroponique, on arrive à faire une économie d'eau d'à peu près 90%, ce qui est énorme d'un point de vue environnemental, mais aussi dans le contexte, dans la ville dans laquelle nous nous trouvons. Ce qui nous permet d'offrir des produits frais, des produits de qualité à une clientèle qui est accessible, surtout à un prix abordable. Et du fait on arrive quand même à dégager une marge de profit intéressante, du fait qu'on est proche de notre clientèle, on est dans une zone urbaine avec énormément de restaurants et d'hôtels. Et la diversité et la qualité de nos produits nous permettent aussi de rendre le tout beaucoup plus intéressant. Donc, moi, je suis en charge du développement des affaires à la ferme, de l'organisation de la production maraîchère et aussi de la logistique de transport. Il y a j'ai du matériel que je fais venir de Montréal, d'Afrique du Sud, du Kenya notamment. Et évidemment, tout ça a fait en sorte que j'ai dû adapter le plan d'affaires avec la réalité locale, avec les tendances environnementales. Mais ça fait beaucoup de termes peut-être un peu techniques, mais j'ose espérer que dans l'heure qui va suivre, je vais pouvoir partager avec vous mon expérience entrepreneuriale sur le terrain.
que je vais pouvoir partager l'immensité du potentiel agricole et commercial africain, mais aussi l'importance des enjeux futurs, du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques, l'importance que ça a dans la mise en œuvre de projets et de projets entrepreneuriaux. Donc voilà, je vais maintenant passer la parole à Nicolas Sinot. Alors, excusez-nous, il semble qu'on ait eu un petit problème hors de notre contrôle. On vient de perdre Nicolas Sinot sur Zoom, mais il va se reconnecter sous peu. Donc, on va poursuivre. Puis, j'aimerais commencer avec une discussion avec Claudia et commencer par une question, en fait. On sait que l'Afrique est un continent riche, diversifié, et donc il existe vraiment beaucoup de marchés. Et dans cette continuité, pouvez-vous nous parler de cette pluralité des marchés? Comment on fait pour cibler son point d'entrée quand on souhaite pénétrer un marché aussi vaste? Merci Anaïs, c'est une excellente question. C'est une excellente question, c'est aussi une question qui revient beaucoup, autant dans les petites que les grandes entreprises. Alors, je vais essayer de faire simple. Ce qu'il ne faut pas oublier et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que lorsqu'on souhaite pénétrer le marché africain, c'est que tout peut être différent d'un pays à un autre. Vous avez, permets-moi, est-ce que je peux te tutoyer? Bien sûr. Tu as mentionné la pluralité des marchés. Donc oui, ça c'est une réalité. On parle d'un continent qui a 54 États avec des cultures différentes, des agendas différents, des problèmes et des défis propres. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce qui va marcher au Kenya ne fonctionnera pas nécessairement au Sénégal. Même en termes de distance, un vol entre Johannesburg en Afrique du Sud et au Caire en Égypte dure 8 heures. C'est plus long que traverser l'océan pour faire New York et Paris. Donc, c'est important de comprendre la grandeur du continent quand on veut cibler son point d'entrée. Le premier conseil que je donnerais, c'est de cartographier de façon stratégique le continent. Ça, c'est super important afin de trouver, de cibler, de prioriser les villes ou les pays qui correspondent le mieux à ce que votre entreprise recherche. Si votre produit nécessite un grand marché de consommation, ne venez pas au Gabon. Nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Ce ne sera peut-être pas intéressant pour vous. Pensez à des pays comme le Ghana, comme l'Éthiopie, comme le Congo ou encore le Nigeria. C'est un peu la stratégie des grandes villes. Donc, vous avez, supposons la langue est quelque chose d'important, pouvoir parler anglais et travailler, commercer, échanger en anglais, on va essayer de prioriser l'Afrique anglophone plutôt que l'Afrique francophone. Donc, vraiment, cette cartographie-là, elle est importante. L'autre chose, c'est que je parle des pays, mais il ne faut pas nécessairement se cantonner dans l'idée du pays lorsqu'on cherche un marché cible. Il faut aussi considérer s'installer dans une ville ou dans plusieurs villes. Moi, par exemple, avec la ferme, je suis installée dans la capitale du Gabon, où 80% de la population vit. Je ne suis pas dans les autres villes, je ne distribue pas dans les autres villes. Cette décision-là, je l'ai prise en fonction des projections qui ont été faites non seulement par le gouvernement gabonais, mais aussi par l'ONU, qui indique que 80% des Africains vivront dans des villes d'ici 2050 et que le nombre de villes avec plus de 5 millions d'habitants va plus que doubler d'ici quelques années. Donc, voilà. Oui, on peut cibler un pays, mais considérer des villes, c'est aussi très important. Un autre point, lorsqu'on veut définir le marché à intégrer, c'est d'analyser les politiques gouvernementales et leurs objectifs. Les gouvernements prennent énormément de temps à mettre en place des programmes politiques, des documentations pour attirer des investisseurs sur ce que eux
sur ce dont eux, ils souhaitent investir, dans les secteurs qui les intéressent. Donc, on suppose que c'est les manques à combler dans le pays. Ça a deux avantages, non seulement d'être sûr que il y a effectivement de la place sur ce marché, il y a effectivement un intérêt pour ce pays-là, mais ça permet aussi d'ouvrir une porte pour aller chercher du financement au niveau des gouvernements, au niveau du partenariat, parce qu'on sait que c'est quelque chose qu'ils recherchent. Il y a énormément de partenariats publics-privés qui se font, énormément de concours, de subventions qui sont mis en place par le gouvernement et des entreprises locales, mais tout ça, c'est dirigé vers des secteurs précis. Donc, analyser les politiques gouvernementales et leurs objectifs, c'est un autre conseil que je donnerais à n'importe quelle entreprise qui cherche un marché cible. Probablement, le dernier conseil que je donnerais, c'est de s'informer. Lorsqu'on a un intérêt pour une zone, une ville ou un pays, de lire, de se questionner, d'aller au-delà des peurs et des avertissements sur la situation politique ou économique qui parfois découragent, j'ai pas envie de dire sans raison, mais découragent beaucoup trop d'entreprises. C'est ce que j'ai fait. J'ai constaté que le gouvernement investissait des millions de dollars depuis des années pour inciter les gens à aller dans le domaine agricole. Ça, c'est la situation au Gabon. Donc, ces millions de dollars-là, toutes ces politiques-là m'ont confirmé l'intérêt qu'il y avait à investir dans le domaine agricole ici. Alors, ça, je l'ai découvert en lisant un journal très populaire sur le continent, Jeune Afrique, que je conseille d'ailleurs à quiconque souhaite s'informer et s'éduquer un petit peu sur la situation économique et politique du continent. Donc voilà, ce serait mon autre conseil pour cibler, viser le bon marché, vraiment de s'informer et d'aller chercher les détails sur le terrain. Merci Claudia. Donc, dans la continuité un peu de ce sujet-là, j'imagine que ça prend aussi pour les entreprises puis les PME qui ont un intérêt pour le continent africain à bien s'outiller. Puis forcément, quand on parle de bien s'outiller, c'est de trouver les bons partenaires, les bons acteurs sur le terrain pour avoir justement comme le meilleur point de contact là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait savoir pour se lancer dans un tel projet? Comment on fait pour trouver, cibler et rencontrer aussi les bons partenaires? Établir des partenariats locaux, c'est la clé pour réussir. Si vous n'avez pas quelqu'un sur place, les chances de décollage et de réussite de vos entreprises vont vraiment être réduites. Parce que autant au niveau de la connaissance et de la maîtrise du terrain, mais autant au niveau du contact, de se sentir beaucoup plus, que l'entreprise fusionne vraiment avec l'environnement. Donc oui, absolument, il faut toujours. C'est pas quelque chose, peu importe la grandeur de l'entreprise, c'est pas quelque chose qu'on peut diriger, qu'on peut maîtriser à distance. Donc établir des partenariats et rencontrer des acteurs dans le pays, sur le terrain, c'est indispensable. Et malheureusement, selon moi, ça reste la chose la plus compliquée encore à faire. Comme je disais plus tôt, la conception et la réalisation de la ferme s'est fait un pied à Montréal, un pied à Libreville. Lorsque j'étais à Montréal, ce n'est pas quelque chose qui a été facile de faire, donc d'aller chercher ces personnes-là. Donc, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de faire un modèle d'affaires qui est bien fait, de s'armer de patience et de persévérance, et c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Je peux vous donner un exemple avec ma propre expérience. En faisant mon plan d'affaires, je suis allée dans les marchés. J'ai rencontré les acteurs sur place. J'ai rencontré les personnes qui vendent les fruits et qui vendent les légumes. J'ai pu parler avec elles pour comprendre les défis et les difficultés que ça représentait, d'essayer de retracer un peu le trajet entre la tomate qui pousse sur un terrain, peu importe, dans une ferme, et qui va être vendue au marché. Ça m'a permis non seulement de peaufiner mon plan d'affaires pour avoir quelque chose de plus proche et plus vrai des défis que ces personnes-là rencontrent, mais aussi de me faire des contacts, parce qu'entre les restaurants, les hôtels, les personnes sur place, les intermédiaires, les distributeurs que j'ai rencontrés,
ce sont des contacts qui se font, ce sont des partenariats qui se créent, qui me permettent d'avoir une espèce de vaste vision, d'avoir des personnes qui sont dans différents domaines, qui vont nourrir un petit peu mon projet, ma solution, mon entreprise. C'est quelque chose qui va se faire naturellement au fil des étapes. Évidemment, c'est toujours possible de se tourner vers les firmes de consultation. C'est très fréquent en Afrique anglophone. Par contre, ce n'est pas nécessairement à la portée de tout le monde. Donc, si c'est possible de se déplacer, si c'est possible de rentrer en contact avec des organisations qui sont sur place, d'avoir un contact qui est régulier, c'est définitivement une option à étudier. Donc, voilà, ben, c'est aussi... Il y a beaucoup d'informels. Je pense qu'elle est là la difficulté. Je disais au début que pour moi, établir des partenariats, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est ce qui a été le plus compliqué. Et je pense que ce qui rend ça compliqué, c'est parce que le marché africain est beaucoup dans l'informel. Alors, ça, il faut être prêt, il faut le savoir. Et donc, si on veut comprendre les défis et la réalité du marché, apporter une solution, apporter un produit qui va répondre, ben, il ne faut pas avoir peur de plonger dedans, d'aller au contact du marché cible. Et en faisant ça, c'est là qu'on va rencontrer les personnes clés, c'est là qu'on va rencontrer les acteurs qu'il faut connaître. Merci beaucoup, Claudia. Ça, quand tu parles d'informel, j'imagine que tu soulignes cette culture organisationnelle qui est vraiment différente. C'est vrai qu'à noter quand même que la culture organisationnelle nord-américaine diffère de celle en Afrique. Puis parfois, on se rend compte que ça peut rendre les choses un peu plus complexes, un peu plus compliquées, surtout pour aborder ces acteurs, ces partenaires. Donc, c'est quoi les défis que tu as pu rencontrer, les barrières aussi, par exemple au niveau administratif, comment tu as fait pour gérer tout ça? Donc voilà, j'aimerais t'entendre là-dessus. J'ai beaucoup travaillé sur mon accent. Essayer d'atténuer un petit peu mon accent québécois. Non, alors, je vais t'avouer quelque chose, Anaïs. Dans les 12 mois qui ont été nécessaires pour mettre ce projet-là en place, la planification à la réalisation, le seul moment où j'ai failli jeter l'éponge, c'est lié à mon expérience avec le corps administratif. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que peu importe le pays, la paperasse, c'est compliqué. Le côté administratif est toujours compliqué. Toutefois, sur le continent et principalement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, on fait face à d'autres enjeux, dont l'asymétrie de l'information et le fait que très peu de données, très peu de choses, d'informations, de dossiers sont informatisés ou archivés. Les agents ont encore des gros cahiers, des gros cartables et il faut fouiller. Donc, quand je vais élaborer un petit peu au niveau de la symétrie de l'information, c'est que très peu d'organisations possèdent des sites Internet. Donc, il n'existe pas un lieu fiable où on peut retrouver des informations précises, des informations sur des réponses à nos questions et des informations à jour. Il faut donc être prêt. Il faut être prêt à cela. Il faut être prêt à aller chercher, prêt à aller sur place ou connaître quelqu'un qui est déjà passé par ce processus-là pour nous guider. Ça, c'est quelque chose de réel. Si on fait parallèle avec Montréal, ben, si tu as besoin si tu as besoin de détails, de savoir quels documents il faut, on va dire, pour créer ton entreprise, tu vas sur le site, tu regardes c'est quoi les documents, tu les prépares, tu les apportes, tu les déposes. À Libreville, ou on va dire à Dakar ou à Abidjan, tu vas d'abord sur place pour demander quelles sont les informations, quels sont les documents que tu dois apporter. On te fait une liste. Et il y a de fortes chances que quand tu reviennes, il y a un document qu'on ne t'a pas dit qu'il fallait que tu apportes et que tu dois retourner pour aller le rechercher. Donc, vraiment, un conseil que je donnerais à n'importe quelle entreprise, c'est vraiment de s'assurer d'avoir la bonne information, donc d'aller sur place et de demander que ce soit un agent ou 2 agents ou même 3 agents pour être sûr de rien manquer. Ça, c'est un effort, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, il y a un suivi, j'ai presque envie de dire hebdomadaire qui doit être fait. Je le disais précédemment, ce n'est pas informatisé, ce n'est pas rentré dans un ordinateur, il n'y a pas un délai fixe, tout dépend de la personne que vous avez trouvée en face de vous et de sa volonté de faire avancer votre requête ou votre demande.
c'est une culture qui est différente, c'est une culture de contact humain, de vigueur, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à prendre le contact de la personne, n'hésitez pas à l'appeler, à vous rendre sur place, à la motiver, comme on dit ici, motiver la personne à travailler. Donc voilà, le contact humain, courriel, vraiment pas de courriel, priorité aux appels et aux visites physiques. Ce serait c'est comme ça que moi, j'ai géré. Si je peux me permettre de partager une petite anecdote concernant la partie un peu de logistique et de transport. Donc, moi, je fais venir des graines et un matériel de Montréal. Et ça passe par la douane, bien évidemment. Et très souvent, on va demander des documents pour pouvoir le dédouaner. Des documents qui ne sont pas toujours nécessaires, mais l'agent qui se trouve en face de vous vous demande ces documents-là. Moi, je me retrouve dans une situation où je n'ai pas ce document parce que je ne rentre pas dans le cadre des personnes qui ont besoin de ces documents. L'agent en face de moi me le demande quand même. Alors, il faut de la patience. Il faut parfois être prêt à expliquer pourquoi moi, je ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc, ce que j'ai fait après avoir expliqué à cet agent-là, c'est de me rendre dans une autre institution, de faire une lettre adressée au directeur général de cette institution-là, une lettre où j'expliquais la situation, où j'expliquais ce dont j'avais besoin. Et en l'espace d'une semaine, oui, environ une semaine, j'ai reçu une réponse, j'ai reçu ce document-là et je suis retournée voir l'agent. Donc, on parle d'informel, on parle de contact humain. C'est la culture, c'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas attendre en se disant, ça va être fait, j'ai déjà remis les documents, ils vont s'en charger. Non, vous devez être présent, vous devez faire un suivi et vous devez prendre des initiatives, quitte à aller chercher dans une autre instance l'aide dont vous avez besoin et revenir pour finaliser votre dossier, pour finaliser votre demande. Merci Claudia. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment s'armer de patience, s'adapter, qui ont l'air d'être les mots-clés pour bien s'intégrer et faire affaire au fur et à mesure en Afrique. Donc, sur une autre note, on sait qu'en Afrique, c'est le continent la plus forte population de jeunes. Donc, comment vous utilisez ce potentiel, ces talents, ce capital humain? Comment on fait pour l'utiliser de façon judicieuse? J'ai rencontré plusieurs entreprises pendant tout le processus de la création de ce projet-là, donc de la ferme. Et nombreuses ont été celles qui ont signalé qu'il était difficile d'attirer et de retenir les talents dont elles avaient besoin pour gérer et développer leurs activités. Ça, c'est quelque chose qu'on entend relativement souvent. Et je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là, de dire que c'est difficile d'attirer les talents ou de les retenir. Le talent, il est là. La jeunesse, elle est là. Il faut être capable de les trouver et il faut être capable de les nourrir. Le processus, je pense que la clé un petit peu, là où il faut travailler, où il faut investir, c'est dans le processus de recrutement. Le processus de recrutement doit être adapté pour mieux repérer le potentiel des personnes. Alors, ce n'est pas nécessairement en mettant, je dis ça comme ça, mais à Montréal, offre d'emploi, je vais loin là, je vais dans Jobboom et Kijiji, mais bon, on a des sites internet où on peut postuler, une entreprise peut faire une Indeed par exemple, donc offrir des postes, ouvrir des postes. Si une entreprise fait ça au Gabon ou en Afrique centrale, ce ne sont pas les locaux qui vont nécessairement voir cette offre-là. Donc, quand je dis qu'il faut s'adapter et adapter le processus de recrutement, c'est la façon dont il faut aller les chercher. Encore une fois, le contact humain, il faut aller les chercher sur le terrain. L'Afrique a une population qui est instruite, qui est entreprenante et qui est désireuse d'apprendre. Si on souhaite y investir ou s'installer, il faut intégrer dans son plan d'affaires les dépenses, il faut intégrer dans son plan d'affaires la mise en place de mécanismes qui sont adaptés et une formation qui est nécessaire. Quand je dis une formation qui est nécessaire, je ne parle pas d'une formation d'1 an, de 3 ans, de 4 ans ou d'un diplôme. C'est une formation de 3 mois ou de 9 mois peut suffire à débloquer les compétences
des personnes jeunes et des compétences dont les entreprises ont besoin. On a des systèmes éducatifs qui sont différents. On a une façon de travailler qui est différente. Et quand je dis on, ben, encore dans la pluralité du continent. Alors ça, il faut en compte. Une jeune femme, il y a quelques semaines, m'a approchée en me disant qu'elle serait intéressée à travailler au sein de la ferme. Et à première vue, ce n'est pas une candidate idéale. Le domaine agricole est quelque chose de complètement nouveau pour elle. Par contre, j'ai pris le temps de parler avec elle, d'avoir un entretien, de savoir. Je ne connaissais pas son CV, je n'ai pas demandé son CV, mais j'ai voulu savoir ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'elle a comme expérience, quelles sont ses forces. Et à partir de là, on a commencé à travailler. J'ai commencé à lui montrer comment je voulais que le travail soit fait. Aujourd'hui, lorsque je suis en déplacement, c'est cette personne qui s'occupe de la ferme. Et elle le fait extrêmement bien. C'est, encore une fois, quelqu'un qui n'était pas dans le domaine agricole, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement motivé, extrêmement talentueuse. Et ça, il fallait le voir après avoir conversé, discuté avec elle. Donc, le continent génère déjà un talent à grande échelle. En 2020, on avait une main-d'œuvre de 504 millions de personnes. D'ici 2030, je crois qu'on va compter plus de citoyens en âge de travailler en Chine que la Chine ou en Inde. Le talent brut, il est là. Ce qu'il ne faut pas oublier, et il est là en grand nombre. Ce qu'il ne faut pas oublier, simplement, c'est qu'il a besoin d'être converti. Il faut être prêt à aller chercher plus profondément pour repérer des talents. C'est ce que je pense, et c'est le conseil que je donnerais. Merci beaucoup, Claudia. Donc, j'espère que nos PME ont pu prendre tous vos conseils que vous nous avez donnés, que tu nous as donnés. Il y a Nicolas Sinotte qui vient de nous rejoindre. Donc, Nicolas, je t'invite maintenant à prendre la parole. Bonjour Nicolas, déjà. Bonjour, merci. Donc, pour rappel, Nicolas est chargé du financement chez East African Power. Donc, Nicolas, maintenant, je t'invite à prendre la parole, puis à te présenter à nos participants. Parfait, merci beaucoup. Je vois que Nicolas partage déjà la présentation. D'abord, je ne sais pas si les participants avaient réalisé, mais je n'étais pas connecté parce que je viens d'atterrir à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et c'était très compliqué aux douanes. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est de faire du business en Afrique, c'est de l'incertitude constante et s'adapter et faire du mieux qu'on peut. Donc, et voilà, merci beaucoup Ségolène, j'apprécie. Je suis normalement à Kinshasa, donc je vais essayer de faire ma présentation plus rapidement que prévu pour pouvoir donner plus de temps pour des questions, mais je vais commencer par me présenter rapidement, parler un peu de l'entreprise pour laquelle je travaille. Puis après ça, j'ai 4 grands thèmes que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, partager mon expérience. Donc, d'abord, me présenter, Nicolas Sinotte, j'ai grandi à Montréal, j'y ai vécu jusqu'en 2019, j'y ai étudié, j'ai grandi. Ça fait 6 ans que je voyage en Afrique pour des raisons professionnelles, 2 ans que je suis établi de manière permanente. J'ai commencé en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, côté francophone. Ça fait 2 ans que je travaille plus du côté de l'Afrique de l'Est. J'ai visité 8 pays en Afrique et ma passion professionnelle, c'est vraiment tout ce qui est à l'intersection de l'Afrique subsaharienne et des startups à fort potentiel de croissance. Moi, ma vision personnelle de ma carrière, c'est d'être établi en Afrique en temps plein pour y travailler pour les 20 prochaines années. Donc, mon background professionnel, j'ai commencé en capital de risque avec un fonds que j'ai cofondé à Montréal, Front Row Ventures. Puis, je me suis établi en Ouganda où j'ai travaillé pour EWB Ventures, un fonds d'investissement d'impact qui travaille en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, plus en technologie. Et j'ai malheureusement perdu mon emploi à cause de la COVID, mais j'ai heureusement aussi perdu mon emploi à cause de la COVID parce que ça m'a permis de rencontrer un entrepreneur génial, Dan Klink, qui est un Sherbrookois, qui a fondé il y a 10 ans East African Power, qui est une entreprise d'énergie renouvelable basée au Rwanda qui opère en Afrique. Et mon boulot principal là-bas, c'est de lever des capitaux pour l'entreprise. Donc, on lève en ce moment une ronde de 5 millions de dollars pour financer nos opérations. Donc, si jamais des gens qui s'intéressent à l'énergie renouvelable en Afrique qui ont des capitaux, n'hésitez pas à me contacter. Mais aussi de lever des capitaux pour chaque projet. Donc, c'est des projets qui sont très intensifs au niveau capitaux. Donc, je gère un peu l'équipe de financement, si vous voulez.
Donc, c'est un peu la prochaine slide. Vous voyez ici, c'est African Power. Je pense que ça vous donne un peu l'idée de qu'est-ce qu'on est comme entreprise. Et si on va encore à la prochaine, Nicolas, c'est ici que je vais en parler un peu plus. Donc, une entreprise qui développe des projets hydroélectriques et solaires de petite et moyenne taille, c'est-à-dire jusqu'à 20 mégawatts. J'ai essayé de trouver c'était quoi la taille de Manix 5 et tout ça, mais c'est incomparable en termes de taille, mais c'est des projets qui sont adaptés à la réalité africaine et on vend notre énergie au gouvernement et ainsi qu'à des grandes entreprises privées qui consomment beaucoup d'énergie, telles des mines, des cimenteries, des usines. Ça fait une décennie qu'on est en opération. On a 5 projets opérationnels, c'est-à-dire qui fonctionnent, qui gèrent de l'électricité. On en a 50 autres en développement. Et l'objectif d'ici 2030, c'est d'avoir 100 projets opérationnels qui génèrent 1 gigawatt d'énergie, ce qui est, pour la réalité du continent, assez important. Je vais ensuite aller à la prochaine slide et je m'excuse, c'est en anglais, mais je vais vous montrer un peu c'est quoi les opportunités qui existent en Afrique. Donc ça, c'est une slide que moi-même j'ai mis dans mon pitch deck quand je parle aux investisseurs et juste vous démontrer la taille des marchés, mais aussi comment la taille au niveau des populations se transforme en relativement petit nombre. Donc ici, en Afrique, on a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité et nous, c'est notre clientèle cible. C'est-à-dire pas seulement notre clientèle cible, mais notre utilisateur cible. Donc, c'est juste des opportunités énormes avec plusieurs marchés, mais qui sont difficiles à opérer. Prochaine slide, Nicolas, s'il te plaît. Comprendre son marché. Donc là, c'est vraiment, je vais rentrer dans les 4 leçons. Donc, je vais parler de comprendre son marché, démarrer son entreprise, prendre des risques mesurés pour commencer, puis financer ses activités. Donc, je vais essayer de couvrir les points principaux sur ces différents thèmes. Donc, en termes de comprendre son marché, Nicolas, est-ce que tu as la bonne slide? Oui, excellent. Merci beaucoup. Donc, je pense que Claudia, c'est ça qu'elle parlait, mais 54 pays, 54 cultures, 54 marchés, 54 législations. C'est important d'aller sur le terrain pour comprendre son marché. Vous ne pouvez pas développer un projet en Afrique sans y mettre les pieds et vraiment parler aux gens sur le terrain pour comprendre quelle est la réalité. Il y a énormément de relations publiques qui sont faites par les gouvernements, comme partout dans le monde. Donc, il ne faut pas toujours se fier à ce qui est dit dans la presse. Il faut vraiment se rendre sur le terrain pour comprendre quels sont les faits. En tant qu'entrepreneur, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait beaucoup de potentiels exportateurs vers l'Afrique sur cet appel. C'est important aussi votre statut d'investisseur, c'est-à-dire que vous voulez amener des ressources en Afrique et de s'adresser au gouvernement dans les pays où vous souhaitez vous rendre, dans les régions, ça va vous ouvrir énormément de portes. Je suggère aussi d'avoir ce qu'on appelle un fixer, donc quelqu'un qui est du pays en soi, que vous rémunérez et que son travail, c'est de rendre votre transport plus facile. Ça m'a pris 1 heure de traverser les douanes aujourd'hui. Si on n'avait pas eu une personne sur le terrain, ça nous aurait pris 3 fois plus de temps. Donc, c'est très important. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Pour les exploitateurs sur l'appel, il faut aussi comprendre que les douanes sont extrêmement lentes et que les taxes de douane peuvent être exorbitantes. Par exemple, au Rwanda, pour importer une voiture neuve, on parle de 89% de taxes. Donc, c'est des quantités auxquelles on n'est pas habitué en tant que Québécois ou Canadiens. Et j'avais aussi à vous conformer aux normes culturelles. C'est quelque chose que j'ai réalisé que pas tous les étrangers font bien, mais c'est important de bien paraître, en apparence, d'avoir de l'air important. Moi, je pense sincèrement que ça va vous aider, même si ça peut être controversé comme point de vue. C'est une observation que j'ai moi-même faite sur le terrain. En termes de prochaine slide, démarrer son entreprise. Donc, j'ai déjà mentionné comprendre la législation. Dans certains pays en Afrique, il faut un actionnaire local dans votre entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire. Vous devez absolument investir dans un bon avocat et un bon comptable du pays national de cette région. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses et d'avoir l'information exacte. Une bonne façon aussi de faire ce qu'on appelle un soft landing, c'est d'approcher le joint ventures. Donc, est-ce qu'il y a un partenaire sur place, peut-être un Canadien, avec qui vous pouvez faire un partenariat d'affaires qui peut vous aider à démarrer vos opérations dans le pays. Nous-mêmes, avec mon entreprise, on vient de créer un joint venture avec 3 entreprises canadiennes qui vont venir s'établir, qui vont être dans nos bureaux, qui vont pouvoir connaître nos ressources, notre expertise, nos connexions politiques. C'est des choses qui aident beaucoup. N'hésitez pas à trouver des moyens ingénieux pour protéger son contrôle, mettre beaucoup de friction au départ, afin d'avoir une grande observation puis être sûr que les gens doivent passer par vous pour faire une action de business. Par exemple, des fois, il faut faire notarier des choses en personne ou via son avocat. Donc, ça permet un peu de protéger son contrôle. Ensuite, décider où se domicilier, quelque chose de très technique.
différents pays ont différents avantages, mais il y a aussi un aspect géopolitique. Par exemple, si nous-mêmes, on établit notre HOCO, c'est-à-dire une compagnie mère au Rwanda, ben, on ne peut pas nécessairement faire des affaires au Burundi parce qu'il y a des tensions politiques. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Des fois, les législations, est-ce qu'il y a des accords pour contrer la double taxation? Il y a énormément de prendre la chose en compte. Il y a plusieurs hubs. Il y a le Mauritius, qui, je crois, en français, est-ce que c'est la Mauritanie? À voir avec Google Translate, mais qui est reconnu par les investisseurs. Si vous devez attirer beaucoup de capitaux, il faut aller dans des endroits où les investisseurs sont familiers avec la législation et ont confiance dans les institutions publiques et les cours pour régler les conflits. Ça, c'est des choses à garder en tête. Surtout si vous avez une stratégie qui est panafricaine comme East African Power. Il faut aussi développer une stratégie pour acquérir la confiance des partenaires et de ses clients. C'est une commodité qui est rare, la confiance en Afrique. Donc, comment est-ce que vous faites ça? C'est important de prendre des risques pour le faire. Je vais en parler dans la prochaine slide, mais on n'est pas rendu encore. Je crois que Claudia parlait de l'accès au talent. Je ne vais pas en parler davantage, mais le talent de qualité ou de niche est très dur à trouver. Des fois, il faut venir faire les gens de l'extérieur, mais si c'est le cas, c'est quoi votre plan pour former la relève locale? Je pense que ça, en termes d'entrepreneurs conscients, c'est très important. Finalement, je vais parler de la frontière de la politique et des affaires. Ce n'est clairement pas aussi bien défini qu'en Amérique du Nord. Donc, c'est important de trouver des alliés tout en restant à la limite du radar, je peux dire. Donc, si jamais dans un pays de petite taille, le gouvernement est très présent, il vaut mieux pas être au cœur de la tempête, puisque vous allez recevoir beaucoup d'attention qui n'est pas toujours intéressante. Par exemple, le gouvernement pourrait trouver dans vos rangs quelqu'un qui est excellent dans ce qu'il fait, décide de nommer cette personne à une certaine position, la personne ne peut pas dire non. Donc, c'est des risques auxquels on s'expose. Plus on s'expose côté politique, plus on s'expose à des risques ou à des imprévus comme ça. Donc, à garder en tête. Prochaine slide. Je m'excuse, je vais très vite. Je pense que je vais essayer de ralentir. Donc, prendre des risques mesurés. Prendre des risques mesurés, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'établir en Afrique progressivement. Donc, il faut limiter son exposition. Par exemple, nous, on développe un projet de 20 mégawatts. Les mégawatts, c'est une mesure d'électricité. Bien, on va commencer par développer 5 mégawatts, bonne énergie au gouvernement, s'assurer que le gouvernement paye. Et une fois qu'on sera convaincu, là, on doit développer les 15 mégawatts supplémentaires. Donc, quelle est votre stratégie pour minimiser votre risque, minimiser votre exposition? Ensuite, on prenait les petites victoires et bâtissez dessus. Donc, encore une fois, n'y allez pas tout d'un coup et allez-y de manière progressive. La collection, se faire payer, c'est un défi partout, mais en Afrique, c'est particulièrement le cas. Les contrats sont souvent revisités ou renégociés à fur et à mesure. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire payer basé sur votre performance et à chaque étape pour minimiser ces risques? Ça fait partie de prendre des risques mesurés, d'y aller de manière progressive. Vous devez évidemment être patient, être flexible. Tout est toujours plus compliqué que prévu, toujours plus long que prévu. Et à partir d'un certain niveau de succès, attendez-vous à devoir participer à la prospérité locale. Donc, je vais essayer une fine ligne, ce que je vais dire, mais si vous avez beaucoup de succès, vous allez recevoir beaucoup d'attention. Il y a des gens qui vont vouloir bénéficier. Donc, comment est-ce que vous pouvez le faire de manière éthique tout en enlevant les bâtons dans les roues? Donc, ça fait partie des choses à discuter. Il y a aussi un coût élevé par rapport à la logistique, comme j'ai mentionné par rapport aux douanes. Il y a beaucoup de risques par rapport au déplacement, ça amène beaucoup d'imprévus. Donc, finalement, ce que je vais dire côté risque, j'invite à minimiser l'utilisation du cash autant que possible dans vos opérations parce que vous perdez le contrôle. Donc, c'est toujours une question de garder le contrôle, de prendre des petits risques. Finalement, le dernier point, c'est financer ses activités. Donc, pour financer ses activités, c'est un défi. Il n'y a aucun capital dans les marchés locaux. Je vais vous donner un exemple. Récemment, je vais essayer de lever une dette de 10 millions avec les banques locales. Il y a une législation qui empêche les banques de prêter plus de 20 de leur valorisation. Mais il y a des banques qui m'ont dit on ne peut pas faire le prêt, c'est au-delà de cette législation-là. Donc, c'est des banques qui valent moins de 50 millions de dollars. Donc, c'est des marchés qui sont complètement différents. Le coût des capitaux est très élevé et la vitesse de transaction est très basse. Donc, à prendre en compte dans vos opérations, dans vos plans stratégiques. Les capitaux privés vont demander des retours disproportionnés pour compenser pour leurs risques. Les capitaux publics sont alignés avec des agendas politiques qui sont très peu flexibles et qui changent rapidement. Donc, c'est bon d'être au bon moment
au bon endroit, au bon moment, pardon, et d'en bénéficier. Mais même si vous allez chercher des grants, c'est-à-dire c'est pas des donations, mais je m'excuse, j'ai oublié le mot, il y a toujours un coût. Donc, il y a beaucoup de reporting, des choses comme ça à faire. Finalement, un incontournable, c'est les garanties. Si c'est pas fait avec les garanties souveraines, les garanties pour le risque politique, c'est quelque chose de très important qui réconforte beaucoup d'investisseurs. Finalement, il y a très peu d'appétit pour l'Afrique de la part des investisseurs nord-américains, contrairement à l'Europe, à la Chine et aux pays du Golfe. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est les levées du financement. La dernière slide, c'est juste pour vous remercier. Merci de m'avoir. Désolé encore du retour, du délai. Et je m'apprête, je pense, à bouger à ma voiture. Donc, si on pourrait juste poser une question à Claudia, et je vais être de retour sur l'appel dans 2 minutes pour répondre à vos questions. Merci Nicolas, merci beaucoup pour ton intervention. Je pense que tu as donné beaucoup de contenu très rapidement, mais comme du contenu en tout cas très pertinent pour nos participants. Je tenais aussi à mentionner que nos participants sont très actifs dans le chat. On a des questions de la part du public. Donc, j'aimerais commencer. Déjà, je vous invite à continuer à poser vos questions dans la box de Q&A qui est en bas de votre écran. Au besoin, vous pouvez aussi les poser dans la chat box. On va les prendre au fur et à mesure. Donc, j'aimerais commencer avec des questions. Donc, on a reçu une question de Philippe Chevalier, qui d'ailleurs, je vais ajouter quelques éléments à ça. Il se posait la question, quelle est l'image du Québec, du Canada en Afrique, comparativement par exemple à d'anciennes puissances coloniales comme la France et la Belgique. Donc, Claudia, je te cède la parole pour répondre à cette première question. Ça aurait été bien que Nicolas puisse aussi répondre à cette question parce que ce n'est pas écrit sur mon visage que je suis québécoise. Donc, c'est sûr que l'approche va être un petit peu différente, mais l'accent me trahit toujours quand je suis à l'étranger. Je vous dirais que la perception, elle est plus positive. Les gens, les locaux, peu importe les pays, je suis allée en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. C'est toujours un sourire quand on dit qu'on est québécois ou qu'on est canadien parce que historiquement, on a moins d'impact, on a eu moins de présence sur le continent versus la France, par exemple, qui a la France ou l'Angleterre ou le Portugal. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de connotation négative, au contraire. Des connotations positives lorsque des Québécois ou des Canadiens s'intéressent au marché ou s'installent. Toutefois, la présence, elle n'est pas aussi forte. La France a des centres culturels, des instituts français maintenant dans plusieurs pays, pas uniquement les anciennes colonies. Ils ont des événements, ils ont des programmes qui permettent d'aider les expatriés, ce qui n'est absolument pas le cas pour le Canada ou pour le Québec. C'est quasiment inexistant, je suis désolée de le dire, mais pour recevoir une aide du Canada ou du Québec en Afrique, c'est très rare. La communauté n'est pas aussi entourée d'événements et d'activités, de conférences comparées à la Belgique, comparées à la France ou même encore à la Chine. Si je peux compléter, Claudia. Nicolas qui tombe à pic. Donc, je vais reposer la question. On a une question de Philippe Chevalier qui se demande. Moi, je l'ai entendu la question, Anaïs. Il n'y a pas de problème. Parfait. Pardon. Alors, allons-y. Je m'excuse pour le chaos, tout le monde. Bienvenue à Kinshasa. Non, c'est Claudia a tout à fait bien répondu. Écoutez, les gens apprécient le Canada. On n'a pas un passé colonial, mais à certains pays, on a un passé plus controversé. Par exemple, le Rwanda. À cause de ce qui s'est passé durant le génocide, par exemple, le Canada est vu comme ayant failli. Donc, ce n'est pas universel, bien qu'on bénéficie difficilement d'une bonne identité et d'une bonne image. Par rapport à ce que Claudia a dit, je voulais juste donner un exemple. Je parlais à un Américain hier qui me disait que l'ambassade américaine à Kigali a un deal team, c'est-à-dire qu'elle arrive avec une idée et l'ambassade va offrir de l'assistance technique pour développer le plan d'affaires, faire les études de faisabilité, amener des investisseurs sur le terrain. Vous allez à l'ambassade canadienne, on vous rencontre à peine. Donc, malheureusement, c'est choquant. Mon cofondateur est américain et canadien aussi. Ça fait 10 ans qu'il est sur le territoire. Les ambassadeurs américains et européens nous aident davantage que toutes les institutions canadiennes. Et c'est très triste de le dire, mais c'est la réalité. Je pense que c'est notre devoir de communiquer ça aujourd'hui. Il y a des décideurs politiques. Je pense que le Canada
prépare beaucoup mieux. Je sais que le Québec essaie d'augmenter sa présence et son aide en Afrique francophone. Je me souviens d'avoir rencontré la mission du Québec en Côte d'Ivoire quand j'étais allé à Abidjan, d'ailleurs, avec Claudia. Mais malheureusement, je n'ai jamais vraiment opéré de manière très intense en Afrique francophone, donc je peux moins parler à ce niveau-là. Merci beaucoup, Nicolas. D'ailleurs, pour poursuivre, on a une autre question de Philippe Chevalier qui s'adresse à toi particulièrement, Nicolas. Il se demande pourquoi, par rapport à ton secteur d'activité, pourquoi l'Est de l'Afrique plutôt que l'Ouest? C'est très intéressant. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'Afrique il y a 5 ans, tout venait de Nairobi. Nairobi, c'est ce qu'on appelle Silicon Savannah. Mon background est plus en tech, donc c'est ça qui m'intéressait. Tout se passait au Kenya. Dans les 3 dernières années, le Nigeria a explosé. Le Ghana commence à suivre. Donc, c'est maintenant vraiment les 2 endroits forts en termes de développement. Maintenant, même le Nigeria a beaucoup plus d'exit. Mais honnêtement, j'aime dire que je suis agnostique au niveau des pays, donc je suis les opportunités. Tout est arrivé un peu par hasard. Je pense que l'Afrique francophone, je m'y suis rendu grâce à Logique, qui nous avait supporté pour aller à une conférence à Abidjan sur la technologie, la jeunesse, qui était géniale d'ailleurs. S'il y a des gens de Logique, je les remercie pour ce genre de programme. Et j'ai appris beaucoup de pourquoi je suis ici aujourd'hui dans ma carrière. Mais après ça, j'ai su des opportunités. Pourquoi je suis au Rwanda aujourd'hui? Ben, normalement, c'est parce qu'on m'a présenté à l'entrepreneur, il m'a mis en contact. Puis, j'ai rencontré, on avait pris une marche durant le COVID sur le bord de l'eau à la Chine, pour ceux qui connaissent. Et 2 semaines plus tard, je suis dans un avion avec un contrat en route pour la Rwanda. Donc, des fois, il faut juste suivre les opportunités. Mais je veux dire que la vie est douce. La vie est facile en Afrique de l'Est. Il y a des belles infrastructures, mais il n'y a pas la même chaleur et intensité que j'aime beaucoup de l'Afrique de l'Ouest et que je m'apprête à retrouver ici à Kinshasa. Si je peux me permettre, vas-y, Claudia. Ça rejoint un petit peu le point du début, quand je parlais de cartographier un petit peu l'Afrique, de regarder les secteurs qui nous intéressent, les secteurs de notre entreprise pour faire le choix de la zone. L'intérêt que Nicolas avait pour la tech l'a emmené plus dans l'Afrique de l'Ouest versus l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest. Parfois, ce sont des choses aussi qui vont se faire naturellement par rapport au secteur d'activité. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Claudia, on a aussi une question pour toi. Donc, le Gabon a énormément de terres arables. Puis, se lancer dans l'agriculture hydroponique semble un choix inusité. Donc, qu'est-ce qui a justifié ta décision? Wow! C'est une question qui revient extrêmement souvent, et spécialement au Gabon, parce qu'effectivement, 80% pratiquement de la superficie du Gabon, ce ne sont que des terres cultivables. On a un climat équatorial, du soleil 9 mois sur 12. Donc, c'est toujours surprenant pour quelqu'un de se dire, mais pourquoi de l'hydroponie alors qu'il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a du soleil? D'où l'importance de faire une étude de marché et d'essayer d'apporter des solutions un petit peu différentes, un petit peu innovantes. Je me suis tournée vers l'hydroponie parce que, mis à part le fait qu'on a du soleil, de la pluie et de la terre, les terrains coûtent extrêmement cher dans les zones urbaines. Pour accéder à un terrain, il faut des moyens. Lorsqu'on est une petite entreprise ou une très petite entreprise, on n'a pas nécessairement les sous qu'il faut pour pouvoir acheter un terrain. L'avantage de l'hydroponie, c'est que ça peut être exercé sur un tout petit espace qui est optimisé. Et c'est aussi l'avantage de l'agriculture bio-intensive. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis tournée vers l'hydroponie. L'autre raison aussi, c'est que malheureusement, c'est aussi une réalité. L'eau, bien qu'accessible, ne vient pas toujours de façon courante. Parfois, il peut y avoir une coupure d'eau pendant quelques heures ou pendant quelques jours, dépendamment du quartier. Quand on fait de l'agriculture, ça nécessite énormément d'eau. Alors, le choix de faire de l'hydroponie avec un système qui circule, donc un système de réutilisation un petit peu de notre eau, ça fait des économies qui sont incroyables. Économies en termes d'eau, mais aussi en termes d'électricité, ce qui veut dire au final économie en termes d'argent. Et enfin, la troisième raison, c'est la capacité de production, la productivité tout simplement. C'est dans l'espace-temps que j'ai, parce que j'apporte à mes cultures, j'apporte à mes plantes à travers le système hydroponique les nutriments qui sont nécessaires. Je suis capable de dégager une plus grosse quantité
de produits de façon un petit peu plus régulière et plus fiable que si je ne le faisais sur un terrain. Fait que j'ai l'assurance, je ne dépends pas du climat extérieur, j'ai l'assurance que je vais avoir telle quantité à tel moment. Donc voilà toutes les raisons qui m'ont tourné vers l'hydroponie. Merci beaucoup, Claudia. D'ailleurs, dans cette continuité, on a des participants qui sont très actifs. Puis, on a Uwayo, Fabiola et Adeline qui sont en direct de Kigali et qui viennent d'ailleurs de Montréal. Donc, ils sont très contents de ce qu'ils apprennent sur ton parcours et ils se demandaient justement où vois-tu la ferme dans 5 ans? Dois-je révéler mes plans? Alors, présentement, je suis en train de travailler sur l'expansion de la ferme. Donc, l'objectif est de quitter, on est sur un petit lopin de terre qui est parfaitement convenable pour l'instant, mais on a une clientèle qui est grandissante. Alors, on est en train de se diriger vers un terrain qui est plus grand pour avoir une plus grande offre. Donc, d'ici 5 ans, non seulement être beaucoup plus présent au Gabon, donc d'essayer de couvrir, on va dire, l'étendue du marché national, mais aussi de créer des liens plus forts avec le Québec. J'ai été approchée par différentes entreprises. Au fil des 2 dernières années, j'ai pu établir aussi certains partenariats avec des personnes au Québec avec qui on a une réalité un peu similaire dans le sens où le secteur agricole est un peu délaissé, mais il y a énormément de potentiel et de savoir et d'expertise. Donc, c'est définitivement quelque chose que j'aimerais un petit peu creuser pour solidifier le pont entre mes 2 cultures. Donc, d'ici 5 ans, on agrandit la ferme, on reste toujours au Gabon et on fortifie les liens avec la belle province. D'ailleurs, en parlant de la belle province, pour monter ta ferme à Libreville, tu as fait appel, comme tu l'as mentionné plusieurs fois, tu as fait appel à des fournisseurs montréalais, québécois, canadiens. Quels sont tes conseils pour inciter nos entreprises, nos PME à explorer ce marché-là et pourquoi pas devenir fournisseur, distributeur? À explorer le marché africain? Gabonais, africain. Oui. Je pense que ton expérience plus personnelle avec le Gabon pourrait être comme assez pertinente. Oui, on me demande souvent pourquoi je vais aussi loin, pourquoi je vais à Montréal ou au Québec. On recherche de la qualité, on recherche un suivi, on recherche un service à la clientèle, une expertise que moi j'ai trouvée au Québec au sein de différentes entreprises agricoles et de fournisseurs. Mais ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et ce qui est intéressant sur le marché africain et sur le marché gabonais, c'est qu'il y a de la place. Il y a un marché qui est immense. Même avec toute la volonté et l'argent du monde, je ne pourrais même pas couvrir tous les besoins uniquement du Gabon. Donc, juste ça devrait être un incitatif important pour encourager les gens à s'y intéresser. Il y a des problèmes qui existent. Il y a des gens qui sont en train d'offrir des solutions, des personnes au Gabon ou peu importe localement qui offrent des solutions, mais avoir un regard extérieur, avoir un œil extérieur permet d'apporter une expertise qui est différente, une solution qui peut être différente, un avis qui peut être peut-être pas nécessairement mieux adapté, mais qui va venir compléter ce qui se fait déjà sur place. Moi, c'est ce que j'ai fait, inspiré du monde, inspiré de Montréal, de l'entreprise montréalaise pour laquelle je travaillais. Je me suis adaptée avec la réalité au Gabon, mais n'empêche que la solution, elle est là et elle fonctionne. Merci beaucoup. Donc, le temps file. On a encore quelques questions, mais on va faire de notre mieux pour prendre ce qu'il y a. Je souhaitais quand même mentionner aux participants qu'au besoin, on va partager aussi les contacts de Claudia et Nicolas si vous avez des questions à leur poser. Donc, on va finir sur cette question. Anaïs, je m'excuse. Est-ce que je peux t'interrompre 30 secondes? Je regardais le fil des questions et je voulais juste dire que si j'ai un conseil aux entrepreneurs québécois qui veulent s'insérer en Afrique, c'est ayez des gens qui connaissent la culture, qui connaissent le terrain autour de vous. Je vois mon amie Fabiola qui n'arrêtait pas de me corriger et c'est fantastique ce qu'elle fait parce qu'elle a raison qu'il y a des structures, des relations de pouvoir par rapport à notre ethnicité, à d'où on vient. Il y a un manque de sensibilité culturelle, il y a des nuances qu'on ne peut pas toujours comprendre en tant qu'étranger. C'est important de s'entourer des gens. Donc, si vous partez en Afrique
et que vous entourez seulement de blancs, de gens qui vous ressemblent comme vous, qui n'ont jamais été sur le continent, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas cette nuance culturelle, vous allez échouer. Vous allez faire des dommages que vous ne comprenez même pas. Donc, je voulais juste remercier Fabiola et je sais qu'il y a probablement Wayo à côté d'elle et des gens comme ça qui sont personnellement des gens qui me conseillent au quotidien sur comment être un entrepreneur éthique sur le continent et d'amener une contribution et une contribution sans faire de dommages. Cela dit, malheureusement, je dois absolument quitter parce que les gens dans mon travail m'attendent en taxi. Merci Anaïs, merci Nicolas, merci à CCM, merci à Desjardins de m'avoir reçu. Je suis encore désolé pour la situation, mais et voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le continent. Et j'espère vous y voir et j'espère que vous allez me contacter dans le courriel qui sera partagé via Anaïs. Bonne journée à tous, tout le monde. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta présence. C'est gentil. Donc, on va poursuivre avec une dernière question. Donc, justement, qui, je pense, illustre bien notre webinaire d'aujourd'hui. Comment tu as relevé le défi? En fait, c'est une question de Momar Fall. Comment tu as relevé le défi de l'adaptation technologique de Montréal à Libreville? Ah, tu es sur mute. J'essayais de retrouver la question sur le chat en même temps que tu la posais. Peux-tu la répéter, s'il te plaît? Oui. Comment tu as relevé le défi de l'adaptation technologique de Montréal à Libreville? L'ai-je vraiment relevé ce défi? Alors, encore une fois, ce n'est pas nécessairement une question de préparation, c'est vraiment une question d'adaptation. Il faut être prêt à prendre le temps de comprendre et de mettre les choses en place pour qu'elles fonctionnent. Nicolas l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas possible de faire des affaires en Afrique sans mettre le pied en Afrique. Peu importe d'où ça vient, que ça vienne de Montréal, de Paris, de Lisbonne, une fois qu'on est sur place, on s'adapte à la réalité. L'adaptation, la technologie, ce n'est pas quelque chose qui est insurmontable. Mon système, il est, je n'ai pas envie de dire automatique, mais quasi. J'ai des senseurs qui me permettent de contrôler mon eau, mon pH, mon électroconductivité. J'ai des fans qui me permettent de contrôler la température de mon eau. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à la personne qui travaille avec moi, qui n'a pas nécessairement un background en technologie qui est si profond. On revient sur la persévérance, on revient sur la patience, on revient sur l'adaptation. Ce n'était pas quelque chose qui était insurmontable pour elle. On a pris le temps à travers la formation de regarder tout ce qu'il y avait à regarder, d'apprendre ce qui est important pour elle à savoir. Et ça s'est fait. Ça s'est fait aussi simple que ça. Par contre, quelque chose que j'ai appris que je n'oublierai pas, voltage, changement, le fait d'acheter des produits au Québec, au Canada, avec au Gabon un voltage, un système électrique qui est différent, qui est un peu... Voilà, je l'ai appris à mes dépens. C'est quelque chose que j'ai dû ajuster. Mais bon, il y a toujours des petits couacs. Encore une fois, adaptation et tout devrait bien se passer. Merci beaucoup, Claudia. Bon, on arrive maintenant, malheureusement, à la fin de la période de questions. Donc, merci pour ce partage enrichissant, pour ton parcours, puis celui aussi de Nicolas. Vous êtes tous les deux des personnes très inspirantes. Je pense que vous vous donnez des informations vraiment pertinentes puis de terrain pour nos entreprises. Donc, j'aimerais vraiment vous remercier pour ça. J'aimerais aussi remercier à nouveau nos partenaires, notre commanditaire en titre Desjardins, nos collaborateurs Exportation et Développement Canada ainsi que la presse et Développement économique Canada pour son soutien à l'ensemble de nos activités. Donc, chers participants, n'oubliez pas que vous allez recevoir un sondage de satisfaction à la suite de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à le remplir. On prendra tous vos commentaires pour améliorer au mieux nos formations et nos webinaires. Donc, ne manquez pas nos prochains événements. Une formation au commerce international sur comment exporter en ligne, logistique et réglementation avec Christian Sivière qui a lieu vendredi 26 mars. Donc, encore merci, Claudia, pour ta présence, pour tes conseils bienveillants pour nos entreprises. C'était un plaisir. Merci Anaïs et merci aux deux Nicolas. Passez tous une bonne journée. Au revoir.